Bien, donc bonjour à tout le monde. Nous allons démarrer aujourd'hui un premier cours sur l'étude des muscles du membre supérieur. Nous traiterons dans un premier temps des muscles de l'épaule, puis nous parlerons des muscles du bras. Donc pour construire ce cours, muscles de l'épaule et muscles du bras, nous allons, dans un premier temps, placer les bases osseuses des 4 vues qui vont nous servir pour l'ensemble de ces 2 chapitres. Et ensuite, nous construirons, à chaque muscle que nous aborderons, les différents dessins. Nous allons, dans un premier temps, réaliser une vue antérieure, orientée crânialement et médialement, et représentant une vue antérieure de la région axillaire, qui permettra donc de mettre en place les muscles de la partie antérieure de l'épaule et de la région antérieure du bras. Sur cette vue qui se construit à partir de l'axe médian, nous allons placer le pourtour de la cage thoracique avec le sternum, dont nous voyons ici le manubrium, puis en dessous le corps et tout en bas le processus xiphoïde. À côté du sternum va venir se placer, en dehors du sternum, va se placer le contour de la cage thoracique, que nous pouvons représenter comme ceci, matérialisé par la première côte, puis par le bord latéral de cette cage thoracique, comme ceci, qui s'inscrit globalement dans une forme de tonneau, plus resserré vers le haut, évasé dans sa partie basse, dans le sens vertical. En dehors du bord latéral de la cage thoracique va se placer le versant antérieur de la cavité glénoïdale de la scapula, qui va déborder légèrement le thorax, qui apparaît croisé en avant par le processus coracoïde, en haut duquel se place l'incisure coracoïdienne. Et dans la cavité glénoïdale de la scapula va venir s'articuler, comme vous le savez, la tête humérale qui se présente sous la forme d'un tiers de sphère pleine, répondant au col de l'humérus, puis à la région des tubercules majeurs latéralement, tubercules mineurs en avant. L'humérus se prolonge ensuite par son corps, la diaphyse humérale, et vers le bas va s'évaser au niveau des épicondyles, venant surplomber la région du coude. Voyons apparaître les reliefs articulaires du coude, et nous allons pouvoir articuler l'extrémité distale de l'humérus avec les 2 os de l'avant-bras, radius et ulna, dont nous ne représentons que la partie proximale. La tête humérale est recouverte de cartilage hyalin dans sa partie supérieure. Le col apparaît dépourvu de cartilage et nous pouvons ainsi placer les 2 tubercules, majeurs latéralement et mineurs en avant, les 2 tubercules séparant le sillon intertuberculaire, dont la lèvre latérale se prolonge vers le bas par le bord antérieur de l'humérus. Enfin, au-dessus de la tête humérale va dépasser le relief de l'épine de la scapula prolongé latéralement par l'acromion, venant s'articuler avec la clavicule qui va donc relier l'acromion et le manubrium sternal.
Voici donc les reliefs osseux de cette vue antérieure de la région axillaire, éléments squelettiques qui vont nous permettre dans un instant de poser les différents muscles qui vont habiller cette région et qui vont constituer les muscles antérieurs de l'épaule. Nous allons ensuite retourner le sujet et examiner la région de l'épaule en vue postérieure. Cette vue postérieure sera orientée crânialement vers le haut et latéralement, à droite, cette fois-ci. Et cette vue postérieure, il va falloir l'envisager sur une vue globale du tronc, allant du crâne jusqu'à la crête iliaque. Car en effet, les muscles annexés à l'épaule, les muscles postérieurs, vont avoir des insertions très larges au niveau du tronc. Donc nous allons toujours, à partir de l'axe médian représenté en pointillé, placer des éléments osseux qui vont être en haut la base du crâne, la vue postérieure du crâne avec le foramen magnum, le condyle occipital droit, puis latéralement le processus mastoïde. On représentera une vue droite uniquement. La face postérieure du crâne est marquée dans sa partie basse par deux reliefs qui sont les lignes nucales supérieures et inférieures. La ligne nucale supérieure étant marquée sur la ligne médiane par un petit relief que vous pouvez palper à la face postérieure de votre crâne. Ce petit relief est la protubérance occipitale externe. En dessous du crâne, la ligne médiane va être marquée par les processus épineux des vertèbres d'abord cervicales, puis thoraciques, puis lombaires. Au niveau de la colonne cervicale, ne sont palpables que les processus épineux de la deuxième vertèbre cervicale, puis de la septième vertèbre cervicale. Nous avons ensuite, au niveau de la colonne thoracique, 12 processus, donc on est au niveau de C7 ici, 12 processus épineux, des vertèbres thoraciques qui vont être de TH1 pour la première vertèbre thoracique, à TH6 qui représente le sommet de la syphose thoracique, puis nous avons les processus épineux des vertèbres thoraciques inférieures de TH7, 8, 9, 10, 11 et 12. La jonction thoracolombaire marque une différence dans la morphologie des processus épineux qui deviennent plus facilement palpables dans la mesure où les processus épineux des vertèbres thoraciques sont très penchés vers le bas et vers l'arrière, alors que les extrémités des processus épineux des vertèbres lombaires, eux, apparaissent plus globuleux et plus horizontaux de L1, première vertèbre lombaire ou lombale, à L5. Enfin, donc, à côté du squelette de la colonne vertébrale, apparaîtra latéralement, d'abord le relief ici du pourtour postérieur de la cage thoracique, formé par les parties postérieures des côtes, numéro 1 à 12. Je vous rappelle que la première côte ne s'articule qu'avec la première vertèbre thoracique, puis les côtes 2 à 10 s'articulent avec les vertèbres thoraciques TH1 à TH10, donc avec deux vertèbres, et les deux dernières côtes, 11e et 12e, ne s'articulent qu'avec la vertèbre qui porte le même numéro. En bas, l'os coxal va apparaître ici avec la crête iliaque, que vous palpez, bien sûr, et dont le sommet correspond au niveau horizontal de la quatrième vertèbre lombaire. En arrière de la cage thoracique apparaîtra la scapula, visible cette fois-ci en entier, avec son bord spinal
qui se projette entre les épineuses de TH2 à TH7. Un bord supérieur qui apparaîtra échancré par l'incisure de la scapula. Le bord spinal voit se développer l'épine de la scapula, palpable sous la peau, et se développant latéralement, formant l'acromion. Le bord latéral de la scapula apparaît épaissi, c'est le pilier scapulaire, nous amenant latéralement à l'angle latéral, portant la cavité glénoïdale dans laquelle nous allons pouvoir retrouver la tête de l'humérus. Orientée en arrière, elle montrera une surface cartilagineuse plus importante que sur la vue antérieure de cet os. Et la tête humérale répondra latéralement au tubercule majeur. Le tubercule mineur, vous le savez, est antérieur, donc il n'est visible que sur une vue antérieure de l'os. Et vers le bas, eh bien, la diaphyse humérale va s'évaser pour former la palette humérale avec les deux épicondyles. Et nous retrouverons eh bien, ici l'olécrâne de l'ulna répondant en dehors à la tête du radius. Et nous interrompons ici les os de l'avant-bras. Donc une vue antérieure et une vue postérieure qui nous permettront de construire les plans superficiels des muscles annexés à l'épaule et au bras. Nous aurons ensuite besoin de deux vues plus profondes et un peu plus agrandies, deux vues postérieures toujours. Une première, donc avec une orientation crâniale et latérale, qui montrera à partir de l'axe médian la base du crâne, avec le foramen magnum, le condyle occipital et le processus mastoïde latéralement. Et sur la ligne médiane, les processus épineux de vertèbres cervicales, TH2 bituberculé, puis C7, puisque ce sont les vertèbres cervicales, et ensuite nous placerons les processus épineux des vertèbres thoraciques de la partie haute de la colonne thoracique, TH1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vers le bas. Latéralement, nous pourrons placer la scapula, dont vous voyez ici le bord spinal, le bord supérieur avec l'incisure de la scapula, l'épine qui forme l'acromion latéralement, et le bord latéral, ou pilier, nous amenant ici au bord postérieur de la cavité glénoïdale. Au niveau de la cavité glénoïdale de la scapula, va à nouveau s'articuler la tête humérale, orientée vers le haut et vers l'arrière, et répondant latéralement au tubercule majeur de l'humérus. On interrompt ici l'humérus dans sa partie haute. L'objectif de cette coupe sera de montrer des muscles qui sont tendus entre la colonne et la scapula, puis entre la scapula et l'extrémité supérieure de l'humérus, en gros les muscles de la coiffe des rotateurs. Enfin, une dernière vue, toujours une vue postérieure, orientée crânialement et latéralement, aura pour objectif, cette fois-ci, de se centrer sur la région postérieure du bras. Nous allons donc placer la scapula avec son bord spinal, son bord latéral, le pilier, son bord supérieur, s'échancrant ici au niveau de l'incisure scapulaire,
L'épine de la scapula va donc se soulever vers l'arrière, s'épaissir au niveau de l'acromion, et dans la cavité glénoïdale de la scapula, nous allons pouvoir retrouver ici la tête humérale, au niveau de l'articulation scapulo-humérale, puis le col de l'humérus, le tubercule majeur de l'humérus, la diaphyse humérale, qui a un grand axe globalement vertical vers le bas, et qui, vers le bas, va s'évaser pour former les deux épicondyles de l'humérus, latéral et médial. Et entre les deux épicondyles apparaît sur un sujet en position anatomique de référence l'olécrâne qui se place dans la fossette olécrânienne de l'humérus, puis l'extrémité supérieure de l'ulna, s'articulant avec la tête radiale dont nous voyons ici la partie postérieure, puis le col. Nous interrompons le squelette de l'avant-bras juste en dessous du pli du coude. Donc 4 vues qui vont nous permettre à présent de décrire les muscles de l'épaule puis du bras. Les muscles de l'épaule sont donc des muscles situés en avant et en arrière de la ceinture scapulaire et qui vont avoir pour action de mettre l'épaule en mouvement. On peut décrire ces muscles de différentes manières, par exemple les décrire comme on le ferait sur un examen clinique d'un patient, ou les décrire de l'avant vers l'arrière, sans distinction. Une autre manière de les classer, et donc pour faciliter leur apprentissage, est de distinguer 2 grands groupes de muscles de l'épaule. Un premier groupe sera constitué de muscles que l'on peut parler de muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles qui vont prendre leur origine au niveau du squelette axial, au niveau du tronc, c'est-à-dire la colonne vertébrale, le crâne et la cage thoracique, et qui vont se terminer soit sur la ceinture scapulaire, soit sur l'humérus. D'autres muscles, les muscles singulaires, pour ceinture, sont des muscles qui, eux, vont prendre leur origine sur la ceinture scapulaire, d'ailleurs sur la scapula, pour l'essentiel, et qui vont se terminer sur l'humérus. Selon cette manière de classer les muscles de l'épaule, on distinguera, pour certains auteurs, des muscles qui sont dits extrinsèques, c'est-à-dire des muscles qui s'insèrent en dehors du squelette de l'épaule et qui se terminent sur l'épaule. Et les muscles singulaires sont des muscles dits intrinsèques de l'épaule, c'est-à-dire qui sont tendus entre les pièces osseuses qui constituent le squelette du complexe articulaire de l'épaule. Parmi les muscles axiaux, donc muscles qui prennent leur origine sur le squelette axial et qui se terminent sur l'épaule. Certains vont être antérieurs, ils sont au nombre de 4, d'autres vont être postérieurs. Les premiers, on les verra donc sur la vue antérieure, la première que l'on a mis en place, et les suivants se verront ici sur cette vue postérieure. Parmi les muscles axiaux antérieurs, le premier, le plus superficiel, est le muscle grand pectoral. Ce muscle grand pectoral est un muscle antérieur de l'épaule qui prend son origine par 3 chefs. Un chef claviculaire sur le tiers médial de la clavicule, un chef sternocostal qui se fixe sur le sternum et les 6 premiers cartilages costaux, ceux qui se terminent au niveau du sternum,
et un chef abdominal qui va prendre son origine sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Donc, muscle grand pectoral qui prend son origine par 3 chefs ou 3 faisceaux, un chef claviculaire au niveau de la partie médiale de la clavicule, un chef sternocostal au niveau de la partie antérieure du sternum et les 6 premiers cartilages costaux, et un chef abdominal qui va prendre son insertion sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. À partir de cette insertion d'origine, les fibres charnues du muscle grand pectoral vont se porter globalement vers le dehors. Les fibres les plus hautes légèrement vers le bas, les fibres moyennes plutôt transversalement, et les fibres les plus inférieures, un trajet légèrement vers le haut et vers le dehors. Je ne représente pas l'intégralité de ce muscle, que je donc sectionné ici de façon à pouvoir mettre en évidence les éléments qui se situent en dessous de lui. Les 3 faisceaux du muscle grand pectoral se réunissent latéralement pour se fixer sur un tendon qui va venir s'arrimer au niveau de la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus, lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus, c'est-à-dire qui prolonge le tubercule majeur de l'humérus. On parle parfois de crête du tubercule majeur de l'humérus. Le tendon ici du muscle grand pectoral a été bien sûr sectionné et nous le réclinons également vers le dehors de façon à mettre en évidence ces éléments qui se situent en dessous. Donc origine large sur la clavicule, le sternum et la paroi abdominale antérieure, trajet globalement vers le dehors et terminaison sur la crête du tubercule majeur ou lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus. L'innervation du muscle grand pectoral procède de 2 nerfs pectoraux, le nerf pectoral latéral et le nerf pectoral médial, qui sont des rameaux collatéraux du plexus brachial. Nous les verrons dans les cours sur les nerfs du membre supérieur. Et l'action, lorsqu'il se contracte, le muscle grand pectoral est un adducteur du membre supérieur, c'est-à-dire qu'il va rapprocher le membre supérieur, rapprocher le bras de l'axe du corps, et il est rotateur médial de l'épaule dans la mesure où il va porter le tubercule majeur, sur lequel il se fixe par l'intermédiaire de la crête du tubercule majeur, vers le dedans. Muscle grand pectoral. En dessous du muscle grand pectoral se place un deuxième muscle antérieur de l'épaule, c'est le muscle petit pectoral. Le muscle petit pectoral est situé littéralement en dessous du précédent et pour pouvoir le voir, pour le disséquer, il faut ouvrir le muscle grand pectoral et l'écarter un peu comme on l'a fait ici pour l'apercevoir. Le muscle petit pectoral est ainsi nommé car il est plus petit que le précédent, que le muscle grand pectoral. C'est un muscle qui prend son origine par 3 digitations, sur la 3e, la 4e et la 5e côte. Origine, cage thoracique, donc squelette du tronc.
À partir de cette origine, les fibres du muscle petit pectoral se portent vers le haut et vers le dehors, pour se terminer sur le processus coracoïde de la scapula. Innervé par le nerf pectoral médial, rameau collatéral du plexus brachial, le muscle petit pectoral, lorsqu'il se contracte, est un abaisseur et un antépulseur de l'épaule. Il va abaisser le processus coracoïde et donc toute la ceinture scapulaire et la porter vers l'avant. Encore en arrière de ce plan, le troisième muscle extrinsèque antérieur de l'épaule est le muscle serratus ou muscle dentelé antérieur. Serratus voulant dire dentelé ou denté en latin. Il s'agit d'un muscle présentant de larges insertions d'origine sur la cage thoracique et qui va se terminer au niveau du bord spinal de la scapula. En effet, le muscle serratus, le muscle dentelé antérieur, prend son origine par digitation sur les faces antérolatérales des 10 premières côtes. Et d'ailleurs, pour les digitations les plus basses, ces origines du muscle serratus s'entrecroisent avec les insertions costales du muscle oblique externe de l'abdomen, donc un muscle de la paroi antérieure de l'abdomen, qui vont donc dessiner le relief latéral et inférieur de la cavité thoracique, de la paroi thoracique, visible chez des sujets qui présentent un panicule graisseux fin. Donc, insertion du serratus sur les 10 premières côtes par digitations. À partir de ces insertions d'origine, le muscle serratus va se porter vers l'arrière, il va mouler la partie latérale, puis postérieure de la cage thoracique, et va venir se terminer sur la scapula, au niveau du bord spinal de la scapula. On le retrouvera sur cette vue postérieure. En fait, il va être recouvert par les muscles qu'on va construire, mais en attendant, on peut le représenter comme s'insérant au niveau de la cage thoracique et remontant avec ses 10 digitations et venant se terminer sur le bord spinal de la scapula. Innervé par le nerf thoracique long, qui est également un rameau collatéral du plexus brachial, le muscle serratus a pour principale fonction, il y a plein de rôles, c'est des muscles relativement larges, donc leurs contractions sont associées à de très nombreux mouvements de l'épaule, mais si on veut schématiser et retenir le principal, l'essentiel, le rôle principal du muscle serratus est de maintenir la scapula plaquée sur la paroi postérieure du thorax. C'est donc un stabilisateur de la scapula. Et d'ailleurs, les paralysies du muscle serratus, par exemple
dans des chirurgies de la fosse axillaire où le nerf thoracique long peut être lésé. Les paralysies du muscle serratus se manifestent par un décollement de la scapula qui va se décoller donc du plan du thorax, décollement que l'on compare au déploiement d'une aile de papillon. Et en clinique, ce fait clinique porte le nom de scapula alata. La scapula alata est la manifestation clinique de la paralysie du muscle serratus ou muscle dentelé antérieur. Enfin, toujours dans les muscles antérieurs, un dernier élément est le muscle subclavier. Muscle subclavier qui constitue un petit muscle qui prend son origine au niveau du premier cartilage costal, qui s'insère au niveau du premier cartilage costal, dont les fibres charnues se portent vers le haut et vers le dehors, pour venir se terminer dans un sillon qui est creusé à la face inférieure de la clavicule. D'où d'ailleurs son nom, subclavier, ça veut dire situé en dessous de la clavicule. Ce petit muscle subclavier est innervé par un nerf propre qui provient du plexus brachial, c'est le nerf du muscle subclavier, et lorsqu'il se contracte, il est essentiellement abaisseur de la clavicule et donc abaisseur de l'épaule. Dans les situations de détresse respiratoire, ce muscle peut être sollicité pour tirer vers le haut sur la première côte, c'est donc aussi un muscle inspirateur accessoire. Voilà donc pour la description des 4 muscles antérieurs de l'épaule, des 4 muscles axiaux antérieurs de l'épaule, donc muscle grand et petit pectoral, muscle serratus, muscle subclavier. Ensuite, il existe en arrière 5 muscles qui prennent leur origine sur le squelette du tronc, crâne, colonne vertébrale, cage thoracique, éventuellement un peu le bassin, et qui vont se terminer soit sur l'humérus, soit sur la scapula. Ce sont donc les muscles axiaux qui s'insèrent sur le squelette axial postérieur. Parmi ces 5 muscles, 2 sont superficiels et donc vont marquer vont dessiner les reliefs de la partie postérieure du tronc. Ce sont les muscles trapèze et grand dorsal. Et 3 sont plus profonds et vont agir sur les mouvements de la scapula. Le trapèze est le premier d'entre eux. Il s'agit d'un muscle très large qui présente, si l'on considère les 2 muscles trapèzes droit et gauche, une forme de losange à grand axe vertical. Et le mot trapèze vient du grec trapéza, qui signifie une table, parce qu'il était comparé à une table compte tenu de sa morphologie et de son caractère étendu. C'est un muscle, le muscle trapèze, qui présente de très larges insertions qui vont du crâne jusqu'à la colonne. Alors, ce serait bien d'éteindre ou de mettre les téléphones sous mode silencieux. Donc, insertion très large de ce muscle trapèze qui vont depuis la face postérieure du crâne jusque quasiment la jonction thoraco-lombaire. En effet, le muscle trapèze s'insère
sur la ligne nucale supérieure et la protubérance occipitale externe. Ligne nucale supérieure et protubérance occipitale externe. Puis, les fibres charnues du trapèze vont s'insérer au niveau de la région cervicale, un raffet médian tendineux qui est tendu de la protubérance occipitale externe au processus épineux de la 7e vertèbre cervicale et qui en fait constitue une zone qui va séparer les muscles droit et gauche de la région de la nuque. Le muscle trapèze prend ensuite son origine au niveau des processus épineux des vertèbres thoraciques, TH1 à TH10 ou 12 en fonction des cas, c'est-à-dire que vous avez des individus dont le trapèze ne s'insère que jusqu'à TH10 et d'autres individus qui ont un muscle trapèze qui va s'insérer jusqu'à la 12e vertèbre thoracique. Donc là, il existe une variabilité. Ces insertions d'origine larges font que l'on peut décrire ce muscle avec un faisceau occipital, un faisceau cervical et un faisceau thoracique, en fonction du niveau d'insertion, du niveau d'attache de ce muscle sur le squelette du tronc. Globalement, les fibres charnues du muscle trapèze se portent vers le dehors, vers le bas pour les fibres qui sont les plus hautes, puis plus horizontalement pour les fibres moyennes, et enfin avec un trajet ascendant pour les fibres les plus inférieures. Si bien que les fibres charnues de ce muscle trapèze vont se rassembler, se resserrer, pour venir se terminer au niveau de la partie latérale de la clavicule et de l'acromion pour la partie haute du muscle, et ensuite se terminer sur l'épine de la scapula pour les fibres des parties moyennes et inférieures de ce muscle. Le trapèze est donc tendu entre le squelette axial et la ceinture scapulaire. Innervé par le nerf accessoire, qui est un nerf crânien qui porte le numéro 11, le muscle trapèze, lorsqu'il se contracte, peut être, pour les fibres les plus hautes, un muscle inclinateur de la tête, du même côté, rotateur controlatéral de la tête, élévateur de l'épaule. Lorsqu'il se contracte globalement, il va tirer la ceinture scapulaire vers l'arrière, il est donc rétropulseur de l'épaule. Et quand seule la partie inférieure du trapèze se contracte, il est abaisseur de l'épaule. Muscle trapèze. Le deuxième muscle postérieur et superficiel de l'épaule, c'est le muscle grand dorsal. Muscle grand dorsal. Ce muscle grand dorsal est situé en dessous, globalement, du muscle trapèze. Et en réalité, le trapèze va recouvrir un peu la partie la plus haute de ce muscle grand dorsal.
Le grand dorsal est un muscle qui présente des origines très larges au niveau du squelette du tronc, puisqu'il s'attache sur les processus épineux des vertèbres thoraciques TH6 à TH12, donc la moitié inférieure de la colonne thoracique. Puis il s'insère sur les processus épineux des vertèbres lombaires ou lombales, L1 à L5, habituellement par l'intermédiaire d'une structure fibreuse, épaisse, que je vous représente ici en vert, et qui forme le fascia thoracolombaire. Fascia thoracolombaire. Plus bas, et toujours par l'intermédiaire du fascia thoracolombaire, le grand dorsal va prendre une insertion d'origine sur la face postérieure du sacrum, en particulier sur la crête sacrée médiane, et va s'insérer plus latéralement au niveau du tiers postérieur de la crête iliaque. Donc, origine, les processus épineux de la vertèbre TH6 à TH12, les processus épineux des vertèbres lombaires, la face postérieure du sacrum et le tiers postérieur de la crête iliaque. Origine très large à la face postérieure du tronc. Les fibres du grand dorsal vont alors se porter latéralement et vers le haut, dessinant le galbe latéral du thorax et présentant des attaches au niveau des côtes 6 à 9 et parfois au niveau de l'apex de la scapula. Cette insertion scapulaire du muscle grand dorsal étant inconstante. Donc le muscle grand dorsal se porte vers le dehors, vers le haut, et va arriver dans la région de la ceinture scapulaire, où il va se rétrécir et donner lieu à un tendon qui va passer en avant de la diaphyse de l'humérus pour venir se terminer avec le muscle grand rond, qu'on va voir dans un instant, bien sûr, ne vous inquiétez pas, sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus, ou crête du tubercule mineur de l'humérus, puisque prolongeant eh bien, le tubercule mineur. Innervé par le nerf thoraco-dorsal, qui est un rameau collatéral du plexus brachial, le muscle grand dorsal, lorsqu'il se contracte, est un abaisseur de l'épaule. Il va tirer la ceinture scapulaire et l'humérus vers le bas. Il est adducteur du bras, c'est-à-dire qu'il va ramener le bras vers l'axe du corps. Et passant en avant de l'humérus, il est rotateur médial de l'épaule. Lorsque le point fixe pour l'action de ce muscle est l'épaule, c'est-à-dire lorsque l'épaule est bloquée, et compte tenu des insertions du muscle ainsi décrites, le muscle grand dorsal va être élévateur du bassin. Si on considère que le point fixe, c'est la tête humérale, quand le muscle grand dorsal se contracte, il va lever le tronc. Et bien, ce mouvement
correspond au seul mouvement spécifique de ce muscle grand dorsal, et c'est celui que vous réalisez lorsque vous faites des tractions. Et c'est pour ça, pour ceux qui font de la gymnastique, si vous voulez développer les grands dorsaux, il n'y a qu'une seule manière de faire, il faut travailler les tractions, puisque c'est le seul mouvement spécifique de ce muscle. Les muscles trapèze et grand dorsal sont donc deux muscles postérieurs de la région de l'épaule et ils vont marquer, en fonction de leur volume de développement et de la corpulence du sujet, vont marquer les reliefs de la région latérale de la nuque pour le muscle trapèze et du galbe latéral du thorax pour le muscle grand dorsal. En dessous de ces deux muscles superficiels vont, et ce sera la fin des muscles extrinsèques de l'épaule, vont se placer trois muscles plus profonds, tendus depuis la colonne vertébrale jusqu'à la scapula. Il s'agit des muscles élévateurs de la scapula et des muscles rhomboïdes. L'élévateur de la scapula, tout d'abord, est un muscle qui prend son origine sur les processus transverses des 4 premières vertèbres cervicales, C1 à C4. Processus transverse des 4 premières vertèbres cervicales. Ce muscle élévateur de la scapula va alors former un corps charnu fusiforme qui se porte vers le bas et vers le dehors. Corps charnu fusiforme qui se porte vers le bas et vers le dehors et qui se termine au niveau du bord spinal, bord médial de la scapula, très haut, au niveau de l'angle supérieur de la scapula. Donc, origine, processus transverse des 4 premières vertèbres cervicales, trajet vers le bas et vers le dehors, terminaison au niveau du bord spinal de la scapula, proche de la région de l'angle. Innervé par le nerf dorsal de la scapula, qui lui aussi est un rameau collatéral du plexus brachial, nerf dorsal de la scapula, le muscle élévateur de la scapula, lorsqu'il se contracte, va entraîner la scapula vers le haut, il va faire glisser la scapula vers le haut, c'est donc un élévateur de l'épaule, comme son nom l'indique, élévateur de la scapula. Et c'est également un adducteur de la scapula, l'origine étant plus médiale que la terminaison du muscle. Lorsqu'il se contracte, il rapproche sa terminaison de son origine. Donc il va être élévateur et adducteur de la scapula, et donc de l'épaule. L'action de ce muscle élévateur de la scapula est complétée par celle de 2 muscles tendus entre les processus épineux, cette fois-ci, et le bord spinal de la scapula. Ce sont les muscles rhomboïdes, avec un H. Il s'agit de 2 muscles, un grand rhomboïde et un petit rhomboïde. Le muscle petit rhomboïde, tout d'abord, prend son origine au niveau des processus épineux de la 7e vertèbre cervicale et de la 1re vertèbre thoracique, 7e vertèbre cervicale et 1re vertèbre thoracique. Il se porte vers le bas et vers le dehors et rejoint le bord spinal, ou bord médial, de la scapula.
Il est innervé par le nerf dorsal de la scapula. Il a donc la même innervation que l'élévateur de la scapula. Et lorsqu'il se contracte, il est élévateur et adducteur de la scapula. En dessous du muscle petit rhomboïde, le muscle grand rhomboïde, enfin, est plus grand que le petit rhomboïde. C'est de là qu'il tire son nom. C'est le dernier muscle extrinsèque de l'épaule que l'on va placer et qui prend son origine, son insertion d'origine, au niveau des processus épineux des vertèbres thoraciques TH2 à TH5. TH2, 3, 4 et 5. Placé en dessous du précédent, il présente des fibres qui se portent obliquement vers le bas et vers le dehors, et qui viennent se terminer au niveau du bord spinal de la scapula, en dessous du précédent. Innervé par le nerf dorsal de la scapula, nerf dorsal de la scapula, lorsqu'il se contracte, ce muscle grand rhomboïde est élévateur et adducteur de la scapula. Donc, pour clore ce premier chapitre, nous avons annexé à l'épaule un premier groupe de muscles qui tous s'insèrent au niveau du squelette du tronc. Ces muscles sont des muscles antérieurs, le grand pectoral, le petit pectoral, le serratus et le subclavier. En arrière, 5 muscles, dont 2 superficiels, donc visibles sur l'examen clinique d'un sujet de corpulence moyenne, le trapèze et le grand dorsal, et en dessous de ces muscles, 3 muscles plus petits, les muscles élévateurs de la scapula, petit rhomboïde et grand rhomboïde. Ces muscles s'attachent sur le tronc, donc pas sur le complexe articulaire de l'épaule, et viennent se terminer, comme on l'a vu, soit sur la scapula, soit sur l'humérus, enfin soit sur la ceinture scapulaire, soit sur l'humérus. Ils ont donc une insertion externe à l'épaule et ils se terminent sur l'épaule. Ce sont donc des muscles extrinsèques de l'épaule. À côté de ces muscles extrinsèques, nous avons ensuite les muscles que l'on dit intrinsèques ou muscles singulaires, c'est-à-dire qui sont tendus entre la ceinture scapulaire et l'humérus. Certains de ces muscles vous ont déjà été cités, puisqu'il s'agit de muscles qui vont être très proches de la capsule articulaire de l'articulation scapulo-humérale, qu'ils vont renforcer au titre de moyens actifs de renforcement de l'épaule. Ce sont les muscles de la coiffe des rotateurs, subscapulaire, supraépineux, infraépineux et petit rond. Il y a 2-3 de plus qui permettent de compléter les muscles, donc les muscles intrinsèques, les muscles axiaux, les muscles singulaires de l'épaule. Alors parmi ces muscles, vous en avez un superficiel et qui va donc participer à dessiner le galbe de l'épaule. Il est donc visible
sur l'examen externe d'un sujet de corpulence moyenne. Ce muscle superficiel, c'est le muscle deltoïde. Muscle deltoïde. C'est un muscle qui présente la forme d'un demi-cornet qui va venir recouvrir le moignon de l'épaule. Ce muscle deltoïde, on va le présenter ici, légèrement récliné un peu vers le dehors pour qu'on puisse voir, bien sûr, les éléments placés précédemment. Ce muscle deltoïde va présenter trois faisceaux, trois chefs, d'avant en arrière. Un chef claviculaire, s'insérant donc sur le tiers latéral de la clavicule, l'extrémité acromiale de la clavicule. Puis il présente latéralement un chef acromial, où le muscle deltoïde s'insère sur l'acromion. Chef acromial, qu'on va d'ailleurs retrouver ici. Et enfin, il présente en arrière un chef épineux où le muscle deltoïde s'insère sur l'épine de la scapula. Donc, chef antérieur claviculaire, chef moyen acromial et chef postérieur spinal ou épineux. À partir de ces insertions d'origine, les fibres du muscle deltoïde vont se porter vers le bas, vers le dehors, et vont former une coiffe charnue, une coiffe musculaire, en demi-cornet, qui va venir recouvrir le moignon de l'épaule. Les fibres les plus antérieures se portent un peu en arrière, les fibres postérieures se portent un peu vers l'avant, et les fibres moyennes sont globalement verticales vers le bas. La terminaison de ce muscle deltoïde se fait par un tendon au niveau d'un relief marqué à la partie moyenne de la diaphyse de l'humérus. Et ce relief, on l'avait cité, c'est la tubérosité deltoïdienne, qui peut être plus ou moins marquée et qu'il ne faut bien sûr pas confondre avec un processus pathologique. Donc, origine sur la ceinture scapulaire, clavicule et scapula, épine de la scapula, acromion, terminaison sur l'humérus. L'innervation du muscle deltoïde, je marque ici simplement avec cette petite flèche le fait qu'on rehausse légèrement le bord antérieur du muscle, il est normalement un peu plus antérieur. L'innervation du muscle deltoïde dépend du nerf axillaire, qui est un rameau terminal du plexus brachial. Et l'action du deltoïde, eh bien, étant donné que ce muscle recouvre l'épaule en avant, latéralement et en arrière, eh bien, il va participer un peu à tous les mouvements de l'épaule. Ainsi, quand la partie antérieure du deltoïde se contracte, il va être propulseur de l'épaule, il va donc porter le membre supérieur vers l'avant. Lorsque la partie moyenne du deltoïde se contracte, il sera abducteur de l'épaule, il va donc porter le membre supérieur vers le dehors. Et lorsque la partie postérieure du muscle deltoïde se contracte, il sera rétropulseur de l'épaule, portant donc le membre supérieur vers l'arrière. Muscle deltoïde. C'est le muscle intrinsèque de l'épaule le plus superficiel, c'est le seul. Ensuite, tous les autres vont être profonds
et vont être proches de la capsule articulaire de l'épaule. Et en réalité, la majorité d'entre eux vont former les muscles de la coiffe des rotateurs. Nous allons donc trouver, tout d'abord vers l'avant, le muscle subscapulaire. Il s'agit d'un muscle qui va prendre son insertion d'origine à la face antérieure de la scapula, au niveau de la fosse subscapulaire de la scapula. Fosse subscapulaire de la scapula. Donc origine, face antérieure de la scapula. À partir de ces insertions d'origine, le muscle subscapulaire va se porter vers le dehors, formant un corps charnu en éventail qui va se rétrécir à sa partie latérale pour se terminer par un tendon sur le tubercule mineur de l'humérus. Tubercule mineur de l'humérus. Lorsqu'il croise la face antérieure de la capsule articulaire de l'épaule, d'ailleurs sur laquelle il glisse par l'intermédiaire d'une bourse séreuse, il va participer à renforcer la partie antérieure de la capsule articulaire de l'épaule, et c'est donc par là un muscle, c'est le muscle antérieur de la coiffe des rotateurs. Innervé par le nerf subscapulaire, le muscle subscapulaire, lorsqu'il se contracte, est essentiellement rotateur médial de l'épaule, tractant vers le dedans le tubercule mineur de l'humérus. C'est d'ailleurs le muscle qui vous permet de mettre la main en arrière de la cage thoracique. Les autres muscles, et ça nous fera terminer ce premier chapitre du cours, ensuite on fera une petite pause pour que vous puissiez un peu vous détendre les neurones, on attaquera le bras, mais le bras, il y a moins de muscles, c'est plus facile, il y a moins de vocabulaire. Les autres muscles intrinsèques, c'est-à-dire les autres muscles singulaires de l'épaule, seront visibles en vue postérieure. Et donc nous allons nous décaler, reprendre ici cette vue postérieure agrandie, permettant donc de compléter ces muscles qui vont globalement s'insérer au niveau de la face postérieure de la scapula. La plupart d'entre eux sont les autres muscles de la coiffe des rotateurs. On a tout d'abord vers le haut le muscle supraépineux. Muscle supraépineux qui est un muscle de la coiffe des rotateurs et qui prend son nom du fait qu'il se situe, comme son nom l'indique, au-dessus de l'épine de la scapula. Ce muscle supraépineux s'insère au niveau donc de la fosse supraépineuse de la scapula, c'est-à-dire il s'insère à la face postérieure de la scapula, au-dessus de l'épine. À partir de son origine, de son insertion d'origine, ce muscle supraépineux se porte vers le dehors et va venir se terminer par un tendon sur le sommet du tubercule majeur de l'humérus. En venant passer au-dessus
de l'articulation de l'épaule, le tendon du muscle supra-épineux renforce la capsule articulaire de l'épaule, formant donc la partie supérieure des muscles de la coiffe des rotateurs. Innervé par le nerf suprascapulaire, qui est un rameau collatéral du plexus brachial, ce muscle, lorsqu'il se contracte, est un abducteur de l'épaule, c'est-à-dire qu'il va porter le membre supérieur vers le dehors, il va éloigner le membre supérieur de l'axe du corps, il tire sur le tubercule majeur, donc c'est un abducteur de l'épaule, et un rotateur latéral de l'épaule. Sous le muscle supraépineux, le muscle infraépineux est lui aussi un muscle de la coiffe des rotateurs. Ce muscle s'insère au niveau de la fosse infraépineuse de la scapula, c'est-à-dire à la face postérieure de la scapula, en dessous de l'épine. Insertion dans la fosse infraépineuse de la scapula. Le muscle infraépineux va alors se porter vers le dehors, les fibres supérieures étant plus ou moins horizontales, les fibres inférieures ayant un trajet plus oblique. L'infraépineux passe en arrière de l'articulation scapulo-humérale et va se terminer par un tendon sur le tubercule majeur de l'humérus, en dessous du précédent. Innervé par le nerf suprascapulaire, rameau collatéral du plexus brachial, il partage donc l'innervation du supraépineux. Ce muscle, lorsqu'il se contracte, est rotateur latéral de l'épaule, tirant le tubercule majeur en arrière. Et il peut être abducteur ou adducteur en fonction de la position de l'épaule et en fonction de la partie du muscle qui se contracte, mais ça, à la limite, c'est un point de détail qui n'a pas beaucoup d'importance. Il est essentiellement rotateur latéral de l'épaule. Le dernier muscle de la coiffe des rotateurs est le muscle petit rond. On a vu l'infraépineux et maintenant le muscle petit rond. Le muscle petit rond est un petit muscle qui va prendre son insertion d'origine au niveau de la fosse infraépineuse de la scapula, en dessous du muscle infraépineux. Il va être constitué de fibres charnues qui vont se porter vers le dehors, vers le haut, passant en arrière de l'articulation scapulo-humérale et qui vient se terminer par un tendon sur le tubercule majeur de l'humérus en dessous du précédent. Je replace ici les muscles infraépineux et petit rond. Innervé par le nerf axillaire, le petit rond a la même innervation que le muscle deltoïde. Innervé par le nerf axillaire, le muscle petit rond est adducteur de l'épaule. Là, il va, lui, ramener le
membre supérieur vers l'axe du tronc, il est donc adducteur de l'épaule, et rotateur latéral. Passant en arrière de la capsule articulaire de l'épaule, je me répète peut-être, il participe à la renforcer, venant constituer le dernier élément musculaire, le plus inférieur, constituant la coiffe des rotateurs. Et donc ainsi, on peut revoir ce qui avait déjà été abordé dans le cours sur l'articulation de l'épaule. La capsule articulaire de l'épaule est renforcée par 4 muscles qui vont la croiser. En avant, le subscapulaire. Au-dessus et en arrière, le supraépineux. Et en arrière, les muscles infraépineux et petits ronds. Nous avons enfin, et nous allons ensuite marquer une petite pause, un dernier muscle intrinsèque de l'épaule, un dernier muscle scapulo-huméral, c'est le muscle grand rond, qui ne fait plus partie de la coiffe des rotateurs, il est un peu à distance de l'articulation de l'épaule. Muscle grand rond, qui va prendre son insertion d'origine au niveau de la fosse infraépineuse de la scapula, en dessous du précédent, qui est constitué de fibres charnues qui se portent vers le dehors, vers le haut, et qui, lorsqu'il arrive vers la région de l'humérus, va passer en avant de la diaphyse humérale, pour venir se terminer, ce muscle grand rond, avec le grand dorsal, ils se terminent tous les deux ensemble, au niveau de la crête du tubercule mineur de l'humérus, c'est-à-dire au niveau de la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Innervé par le nerf subscapulaire, le muscle grand rond, lorsqu'il se contracte, est un adducteur de l'épaule, c'est-à-dire qu'il va ramener l'humérus, ramener le bras vers l'axe du corps, et comme il passe en avant de la diaphyse, il va être un rotateur médial de l'épaule. Nous avons donc ainsi mis en place l'ensemble des muscles de l'épaule, muscles extrinsèques ou muscles axiaux, c'est-à-dire qui s'insèrent sur le squelette axial et qui se terminent sur le complexe articulaire de l'épaule, ceinture scapulaire ou humérus, et les muscles singulaires ou muscles intrinsèques de l'épaule, c'est-à-dire qui sont tendus entre la ceinture scapulaire et l'humérus, et dont certains constituent la coiffe